En 1851, au XIXe siècle, des colons européens s'étaient installés dans une région du nord-est des États-Unis, qui allait plus tard devenir la ville de Seattle. Le site avait rapidement pris de l'importance, servant de point stratégique pour les travailleurs qui se rendaient en Alaska dans l'espoir d'y trouver de l'or. Mais avec le temps, les zones de prospection les plus accessibles en Alaska s'étaient taries. Les chercheurs d'or s'étaient alors vus contraints de s'aventurer dans des terrains de plus en plus reculés et inhospitaliers pour continuer leurs fouilles. Les difficultés logistiques, combinées à la Grande Dépression de 1929 et à d'autres facteurs, avaient fini par marquer la fin de l'ère minière dans la région. Seattle pourtant n'avait pas été abandonnée. Les habitants s'étaient tournés vers une autre richesse locale, le bois. Pendant une période d'essor dans le secteur du bâtiment aux États-Unis, la ville était devenue l'un des plus grands centres d'exportation de bois, porté par l'énergie inlassable de ses habitants. Et malgré tout cela, Seattle s'était surtout fait connaître dans le monde entier pour 3 raisons. Son climat pluvieux persistant, la naissance du mouvement grunge avec des groupes comme Nirvana, Pearl Jam et Soundgarden, mais aussi tragiquement pour avoir vu naître l'un des tueurs en série les plus tristement célèbres de l'histoire des États-Unis. Permettez-moi de me présenter. Je suis Mac Kripsta et bienvenue dans un autre épisode déroutant d'Ossements perdus. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'histoire de celui qu'on a surnommé le tueur de la Green River. Le matin du 15 août 1982, Robert Ainsworth, un habitant de Seattle âgé de 41 ans, avait emmené un petit radeau gonflable jusqu'à la Green River, un lieu où il aimait pêcher. En descendant la rivière, il avait aperçu un homme d'âge mûr debout sur la berge près d'un pick-up. Un autre homme était assis à l'intérieur du véhicule. Robert lui avait demandé s'il avait attrapé quelque chose. L'homme avait répondu que non, puis lui avait retourné la question. Robert avait répondu de la même manière et avait continué sa descente. Peu après, quelque chose qui flottait à la surface avait attiré son attention. En s'approchant, il avait d'abord cru qu'il s'agissait d'un mannequin. Il avait essayé de vérifier à l'aide d'une perche, mais il avait perdu l'équilibre et était tombé dans l'eau. En refaisant surface, il avait compris qu'il s'agissait du corps d'une femme noire. Sous le choc, il avait alors remarqué un second corps, également celui d'une femme noire, allongé à moitié nu sur la berge. Vu qu'il était terrifié, il avait nagé à l'écart avant de chercher de l'aide environ une demi-heure plus tard. Et c'est là qu'il avait aperçu un homme marchant avec ses 2 enfants. Robert lui avait expliqué ce qu'il avait vu. L'homme avait immédiatement contacté la police. L'agent dépêché sur place avait pensé à une intervention ordinaire, mais en découvrant les corps, il avait tout de suite appelé du renfort. En quelques heures, la zone avait été bouclée et les experts médico-légaux avaient commencé à inspecter les lieux. Pendant les recherches, un 3e corps avait été retrouvé, dans un coin herbeux tout proche. Il s'agissait d'une adolescente noire partiellement vêtue. Elle portait un pantalon bleu noué autour du cou et présentait de multiples ecchymoses aux bras et aux jambes. Cette adolescente avait été identifiée comme étant Opal Mills, 16 ans. Son corps, mieux conservé que les autres, laissait penser qu'elle était morte depuis environ 24 heures. Le médecin légiste en chef, Donald Ray, avait conclu que les 3 femmes avaient été étranglées. Il avait également constaté que les corps avaient été placés dans l'eau avec des pierres, positionnés de façon à éviter qu'ils ne soient emportés par le courant. Les 2 femmes retrouvées dans la rivière avaient été identifiées comme Marcia Chapman, 31 ans, et Cynthia Hines, 17 ans. Lors des autopsies, le médecin légiste avait mis en évidence un élément d'une cruauté absolue. Des pierres de forme triangulaire avaient été insérées dans les parties intimes des victimes, signe manifeste d'un comportement sadique. Marcia Chapman avait disparu 2 semaines auparavant. Son état de décomposition laissait penser qu'elle était morte bien avant d'être immergée, et que son corps avait été déplacé récemment. Tout indiquait que le tueur manipulait les corps avec un sang-froid glaçant. Le soupçon d'une série de meurtres s'était renforcé lorsque les enquêteurs avaient appris le cas de Deborah Booner, 23 ans, travailleuse du sexe retrouvée morte près d'un tronc d'arbre sur les berges de la Green River, juste quelques jours auparavant. 1 mois plus tôt, le corps de Wendy Lee Caulfield avait été découvert flottant dans la même rivière. Toutes 2 avaient été étranglées. L'inquiétude avait encore grandi lorsqu'un nouveau corps avait été repéré dans la Green River, alors que les autorités étaient encore en train d'enquêter sur les 5 premiers meurtres. L'hypothèse d'un tueur en série devenait de plus en plus difficile à ignorer. Dans les mois qui avaient suivi, 6 autres corps avaient été retrouvés dans les environs de la rivière. L'impact avait été immense pour le département de police de Seattle. La conviction qu'un meurtrier agissait depuis longtemps avait conduit à la création d'une unité spéciale, marquant le début d'une traque inédite dans la ville.
Avec la mise en place de cette unité, des enquêteurs expérimentés du comté de King avaient été mobilisés à temps plein sur l'affaire. Très vite, la presse locale avait comparé l'ampleur de l'opération à celle lancée pour retrouver Ted Bundy. La direction avait été confiée à Richard Krask, chef de division, et à Dave Reichert, responsable de la brigade des crimes majeurs. Ils avaient rapidement compris qu'un soutien fédéral serait nécessaire. Le FBI avait alors envoyé l'agent John Douglas afin d'établir un profil psychologique du tueur. L'équipe avait également recueilli l'enquêteur Robert Keppel, connu pour avoir collecté des preuves décisives lors de la traque de Bundy 8 ans plus tôt. D'après le FBI, le tueur était un homme d'âge moyen, fier, impulsif, sûr de lui et probablement enclin à revenir sur les lieux de ses crimes. Il semblait animé par une foi religieuse marquée, doublée d'une fascination malsaine pour le travail policier, au point de chercher à s'impliquer directement dans l'enquête. Pendant toute la durée de l'investigation, les policiers allaient s'efforcer de retrouver un homme correspondant à ce profil. Mais le FBI, tout comme la police de Seattle, avait rapidement compris qu'il n'était pas prêt à affronter une affaire aussi tentaculaire. La salle des preuves débordait déjà des dossiers liés au premier crime, et le département ne disposait pas de ressources nécessaires pour traiter l'ensemble des éléments recueillis. Face à cette impasse, la police avait lancé un appel à l'aide auprès des civils pour trier et organiser les documents. Une ligne téléphonique spéciale avait aussi été ouverte pour recueillir les témoignages de la population. À mesure que l'enquête avançait, l'unité spéciale avait commencé à repérer certains motifs. Toutes les victimes étaient des travailleuses du sexe ou des personnes sans domicile fixe, opérant principalement le long de l'avenue principale de Seattle. De nombreuses femmes fréquentant cette zone avaient été interrogées. La plupart se montraient méfiantes. Mais l'une d'entre elles avait accepté de parler. Elle avait confié avoir eu des rapports avec un homme qui avait évoqué les meurtres de la Green River. Cet homme avait été immédiatement identifié et quelques jours plus tard arrêté en tant que suspect. À ce moment-là, la population de Seattle avait vu d'un bon œil l'action de la police, saluant l'efficacité de l'arrestation. Mais l'enthousiasme avait vite laissé place à la désillusion. Malgré les soupçons qui pesaient contre lui, l'homme interpellé n'était pas le véritable coupable. Après sa libération, les autorités avaient relancé l'enquête. De nouveaux témoignages cruciaux étaient alors apparus. L'un des plus frappants venait de Susan Whitmark, une travailleuse du sexe âgée de 21 ans. Elle avait raconté avoir été abordée par un homme d'âge moyen au volant d'un pick-up bleu et blanc. Très vite, une fois à bord, le comportement de l'homme avait changé. Il l'avait emmené dans un endroit isolé où il s'était montré agressif. Sur le trajet du retour, il avait mentionné les meurtres de la Green River, ce qui avait immédiatement alerté Susan. Elle avait le sentiment d'être en présence du tueur. Profitant d'un feu rouge, elle avait réussi à s'échapper. Un témoignage similaire avait été donné par Debra Estes, également active dans le même secteur. Âgée de seulement 15 ans, elle avait raconté avoir été abordée par un homme au profil identique, avant d'être abandonnée dans une zone reculée après une expérience particulièrement traumatisante. Sur la base de ces récits, l'unité spéciale avait intensifié ses recherches et identifié un nouveau suspect, Charles Clinton Clark, boucher à Seattle et propriétaire d'un pick-up bleu et blanc. Un mandat de perquisition avait permis la saisie de 2 revolvers. Susan et Debra l'avaient reconnu sur la photo. Il avait fini par avouer les agressions et avait été condamné. Mais ses alibis pour les périodes correspondant au meurtre de la Green River étaient solides. La semaine suivante, l'enquête avait pris une tournure encore plus urgente avec la disparition de Mary Meehan, une jeune femme de 19 ans, enceinte et vue pour la dernière fois près du motel Western Six, un lieu fréquemment mentionné dans l'affaire. Il avait également été relevé que 2 semaines plus tôt, 2 adolescentes de 16 ans, Cassie Lee et Terry Milligan, s'étaient également volatilisées, accentuant encore la gravité de la situation. Les retards constants dans la chronologie des disparitions révélaient une certaine désorganisation de l'unité spéciale, notamment dans la circulation des informations. Les enquêteurs n'arrivaient pas à suivre le rythme du tueur, au point de soupçonner que le criminel pouvait faire partie des bénévoles participant eux-mêmes aux recherches. C'est ainsi qu'un chauffeur de taxi qui s'est porté volontaire était devenu l'objet d'une attention particulière. Son profil correspondait à celui dressé par le FBI, ce qui avait conduit les agents à le placer sous surveillance pendant plusieurs jours. Il avait nié toute implication dans les crimes, et même en l'absence de preuves concrètes, les enquêteurs refusaient de l'écarter totalement. Il avait été brièvement arrêté pour des infractions au code de la route, et durant les interrogatoires, on avait tenté de lui faire avouer un lien quelconque avec les meurtres, sans succès. Les seules choses qui jouaient contre lui étaient sa connaissance des 5 victimes, mais aussi sa fréquentation régulière des quartiers de prostitution, comme beaucoup d'hommes à Seattle. Ce n'est qu'à la fin du mois de septembre 1982 que cette piste avait été abandonnée.
lorsqu'on avait découvert le corps en décomposition de Giselle Lovehorn, une jeune prostituée de 17 ans, au sud de l'aéroport international de SeaTac. La cause du décès était une strangulation, et une paire de chaussettes noires était nouée autour de son cou. Selon sa famille, ses cheveux étaient blonds le jour de sa disparition. Pourtant, lorsqu'on avait retrouvé son corps, ils étaient teints en noir. Ce détail troublant avait laissé penser que le tueur cherchait à manipuler non seulement la victime, mais également la perception de la scène, comme s'il prenait plaisir à garder le contrôle total de la situation. Entre septembre 1982 et avril 1983, 14 nouvelles disparitions avaient été signalées. La majorité des victimes âgées de 15 à 23 ans travaillaient comme prostituées dans la même zone où le tueur de la Green River semblait frapper. L'enquête avait alors pris une ampleur inquiétante, révélant la portée alarmante des crimes. L'unité spéciale était débordée. Même sans avoir trouvé certains corps, les profils et les circonstances pointaient toujours vers un seul et même auteur. Le 30 avril 1983, un nouvel élément était venu bouleverser le dossier. Le petit ami de Marie Malvar avait affirmé à la police avoir vu la jeune femme discuter avec un homme à bord d'un pick-up sombre. Inquiet, le jeune homme avait décidé de suivre le véhicule. Il avait assisté à une dispute entre les deux occupants et tenté d'intervenir. Mais il avait perdu la trace de la voiture. Et après ça, il n'avait plus jamais revu Marie. Quelques jours plus tard, il s'était rendu de nouveau au commissariat. En se promenant dans Seattle avec sa famille, il avait aperçu le même pick-up. Il avait alors suivi le véhicule jusqu'à une maison, noté l'adresse, puis l'avait remis aux enquêteurs. Un policier s'était rendu sur place et avait constaté que la maison appartenait à Gary Leon Ridgway, un nom qui ne lui était pas inconnu. Gary avait affirmé qu'il ne connaissait pas Marie Malvar et qu'il n'avait jamais eu affaire à des prostituées. Comme il s'était montré courtois et que le policier le connaissait personnellement, il n'avait pas été interrogé plus en profondeur. Dans les semaines qui avaient suivi, les disparitions s'étaient intensifiées, alimentant la tension et le mystère autour de l'affaire. Les rares pistes concrètes de l'unité spéciale n'avaient mené nulle part, et la ligne téléphonique mise à disposition du public était saturée d'appels inutiles. Face à cette situation chaotique, Robert Keppel avait décidé de se concentrer sur l'organisation des données. Il avait rédigé une analyse détaillée de l'enquête en cours. Son rapport, transmis au shérif du comté de King, avait choqué par la clarté avec laquelle il exposait le désordre ambiant. Keppel y expliquait que des preuves, témoignages et documents essentiels étaient noyés parmi des éléments secondaires, rendant toute progression presque impossible. Dans son rapport, Robert avait insisté sur l'urgence de restructurer complètement l'opération afin d'augmenter les chances d'identifier et de retrouver le tueur. Il proposait une méthode systématique consistant à comparer les 4 disparitions au rapport de corps retrouvés. Tout cela pour estimer le nombre réel de victimes. Selon lui, une telle organisation nécessiterait près de 2 millions de dollars en équipement et en ressources. Une somme que le shérif jugeait problématique, un montant similaire ayant déjà été investi. Malgré cela, il reconnaissait que sans une remise en ordre complète, des informations clés risquaient de rester enfouies dans l'immensité des données collectées. Même si l'urgence était évidente, l'approbation du projet allait prendre du temps. En attendant, les enquêteurs ne pouvaient compter que sur une erreur du tueur. Le 8 mai 1983, un tournant inattendu s'est produit. Une famille partie à la cueillette de champignons dans la région de Maple Valley avait découvert le corps de Caroline Christensen, une jeune femme de 21 ans. La mise en scène avait stupéfié les enquêteurs. Sa tête était recouverte d'un sac en papier brun, un poisson avait été placé sur son cou, un autre sur son sein gauche. Une bouteille avait aussi été posée entre ses jambes, ses mains étaient croisées sur son ventre et il y avait de la viande hachée sur sa main gauche. L'autopsie avait révélé une mort par strangulation avec une corde. Des analyses avaient montré que le corps avait été immergé dans l'eau, ce qui renforçait le lien avec le tueur de la Green River. Dans les mois qui ont suivi, 9 autres travailleuses du sexe avaient disparu. Certains corps retrouvés ne correspondaient plus au schéma habituel, rendant leur association au même tueur plus difficile. Pendant l'automne et l'hiver 1983, les restes de Shonda Summers, 17 ans, avaient été découverts plusieurs mois après sa disparition. Elle avait alors été ajoutée à la liste des victimes. D'autres femmes, quant à elles, restaient introuvables ou n'avaient toujours pas été identifiées. Entre septembre et fin octobre de cette année-là, 9 nouvelles femmes avaient disparu. 7 corps avaient été retrouvés liés au même auteur. Beaucoup avaient été découverts au sud de l'aéroport de SeaTac, une zone qui semblait avoir été utilisée comme cimetière par le tueur. Cette découverte avait conduit à la mise en place d'une opération d'une grande ampleur, avec l'aide des scouts bénévoles. Au cours de cette mission, un squelette humain recouvert de détritus avait été retrouvé.
Il avait été identifié comme étant Kelly Ware, 22 ans, et disparu depuis le mois de juillet. Début novembre, d'autres fouilles avaient été menées au sud de l'aéroport. Elles avaient permis de retrouver les restes de Mary Miam ainsi que ceux de son bébé à naître. Âgée de 18 ans, Mary était portée disparue depuis 1982. D'après les enquêteurs, elle semblait être la toute première victime enterrée par le tueur. L'affaire avait intrigué par les objets retrouvés aux côtés du corps. Sur son crâne, un morceau de cuir chevelu contenant des fibres et fragments osseux avait été découvert. 2 crayons jaunes coupés en 2, ainsi qu'un tube en plastique transparent avaient également été collectés par l'équipe médico-légale. Mais la découverte la plus significative restait une mèche de cheveux retrouvée dans les parties intimes de Mary. Le mois suivant, une nouvelle découverte avait relancé l'affaire. Le crâne de Kimikai Pitzor, une adolescente de 16 ans qui avait été retrouvée à Auburn, dans l'État de Washington. Originaire de Seattle, elle était portée disparue depuis avril et avait été ajoutée à la liste officielle des victimes. Cette découverte suggérait que le tueur était toujours actif, mais qu'il modifiait désormais les lieux de dissimulation, ce qui avait conduit à un renforcement des patrouilles sur le terrain. La liste officielle des victimes du tueur de la Green River restait confidentielle. Entre septembre et décembre 1983, environ 18 corps avaient été retrouvés dans différentes zones autour de Seattle, tous présentant des éléments caractéristiques associés au tueur. Cependant, plusieurs de ces cas n'avaient jamais été officiellement rattachés à l'affaire, pour des raisons qui ne sont toujours pas totalement clarifiées. À cette période, alors que le criminel s'imposait comme l'un des plus meurtriers de l'histoire des États-Unis, un changement était intervenu dans la direction de l'unité spéciale. Le capitaine Frank Adamson avait pris la tête de l'enquête et avait transféré le centre opérationnel au commissariat du comté de Burien, non loin de l'aéroport de SeaTac. Tout ça dans l'objectif de centraliser les efforts et d'intensifier la traque. Avec cette nouvelle organisation, Robert Keppel avait proposé une redistribution des rôles, permettant à certains groupes de se concentrer sur des pistes précises. Frank avait alors désigné 3 agents pour suivre les indices correspondant au mode opératoire du tueur, tandis que 22 autres policiers avaient été chargés de patrouiller les zones où les corps avaient été retrouvés, à l'affût de toute activité suspecte. Keppel avait également recommandé aux enquêteurs de cibler des suspects ayant des liens directs avec les victimes. Un système de classification avait alors été mis en place, répartissant les suspects en 3 catégories, A, B et C. Ceux de la catégorie A représentaient les cibles prioritaires. Les autres devaient être écartés progressivement selon leur degré d'implication. Cette nouvelle méthode semblait prometteuse. Pourtant, le 14 février 1984, à environ 60 km de Seattle sur l'Interstate 90, les restes de Dulles Plager, 22 ans et porté disparu depuis le mois d'octobre, avaient été découverts. Au cours des 2 mois suivants, 9 autres corps avaient été retrouvés, révélant un nouveau schéma inquiétant. Les sites d'abandon se situaient tous à proximité de zones de dépôt de déchets. Ce détail avait conduit l'agent du FBI John Douglas à formuler une hypothèse. Le tueur considérait ses victimes comme de simples déchets, ce qui expliquerait son choix de lieux sordides. Ce changement dans les emplacements rendait les recherches plus difficiles à anticiper. Mais les origines des victimes restaient similaires. Elles provenaient pour la plupart du centre de Seattle ou circulaient le long de la route 99. Une carte compilant tous les sites découverts avait révélé une zone triangulaire, renforçant la thèse selon laquelle le tueur pourrait résider à l'intérieur de ce périmètre. Bien que peu médiatisée, l'unité spéciale disposait de quelques indices concrets, comme des empreintes retrouvées sur certaines scènes. Mais malgré ces avancées, la peur et le mystère entourant le tueur de la Green River ne cessaient de grandir, jusqu'à donner à l'affaire une dimension presque mythique. C'est dans ce climat d'angoisse que la médium bénévole Barbara Cubic Pattern avait affirmé avoir eu une vision d'un nouveau lieu de dépôt, situé tout près de l'Interstate 90. Une déclaration que les enquêteurs, sans surprise, n'avaient pas prise au sérieux. Mais convaincue de ce qu'elle avait vu, Barbara avait décidé de s'y rendre seule pour explorer la zone. Et contre toute attente, elle y avait effectivement découvert un corps. La trouvaille avait provoqué un certain chaos. D'autant plus que la police qui surveillait une zone toute proche avait failli arrêter Barbara pour intrusion dans un périmètre sécurisé. L'incident avait attiré davantage l'attention que la découverte elle-même, poussant finalement l'unité spéciale à mener une fouille approfondie sur place. C'est ainsi qu'on avait retrouvé le corps d'Amina Aguichev, une serveuse de 36 ans vue pour la dernière fois en juillet 1982, alors qu'elle rentrait chez elle après son service dans un restaurant de Seattle. Malgré son profil différent, notamment au niveau de l'âge et de sa profession, la victime avait été considérée comme une probable cible du tueur. Le mois suivant, 2 enfants du comté de Pierce avaient fait une découverte macabre. Un amas de squelettes au bord de la route Jovita. Cette découverte avait immédiatement attiré l'attention de l'unité spéciale, qui avait ensuite confirmé que les restes appartenaient à Colin Brockman.
une adolescente de 15 ans disparue fin décembre 1982. Pendant plusieurs mois, aucun autre corps n'avait été retrouvé, mais l'enquête, elle, n'avait jamais cessé. En août, 2 détenus incarcérés à San Francisco avaient déclaré être responsables d'une partie des meurtres. Mais après une enquête rigoureuse, leurs aveux s'étaient révélés faux. Peu après, Robert Kepler avait reçu une lettre inattendue. Ted Bundy lui proposait son aide pour traquer le tueur de la Green River. Kepler avait accepté. Bundy pensait que le meurtrier gagnait la confiance de ses victimes avant de les tuer, et il avait conseillé à la police de retourner sur le dernier site de dépôt, convaincu que le tueur avait pu y revenir à plusieurs reprises. Même si les conseils de Bundy n'avaient pas permis d'identifier directement le tueur, il avait ouvert une nouvelle perspective sur sa manière d'agir. À ce stade, les enquêteurs ignoraient encore qui il était, mais son profil psychologique prenait forme. Plus de 30 homicides étaient déjà attribués à un seul homme, un chiffre qui allait encore grimper. Après plusieurs mois de silence, 2 nouveaux cadavres avaient été découverts en octobre et décembre 1984. Les corps appartenaient à Mary Bello, 25 ans, et Martina O'Thurley, 18 ans. En mars 1985, celui de Carrie Royce, une adolescente de 15 ans, avait été retrouvé enterré près d'un lac dans l'État de Washington. 3 mois plus tard, à Tigard, dans l'Oregon, un homme avait découvert des restes humains réduits à l'état de squelette alors qu'il creusait un terrain. Les victimes avaient été identifiées comme Denise Bush, 23 ans, et Shirley Sherrill, 19 ans, toutes 2 travailleuses du sexe. Le lieu semblait être un nouveau site de dépôt du tueur. Fait troublant, le crâne de Denise n'avait pas été retrouvé avec le reste du corps. À la suite de ces découvertes, l'agent du FBI John Douglas avait émis une nouvelle hypothèse. Il était possible que 2 tueurs en série agissaient en parallèle dans l'État de Washington. Il avait observé que malgré des similitudes dans la signature, les méthodes de dissimulation différaient. Selon lui, le tueur de la Green River ne cherchait pas à cacher les corps, contrairement à un éventuel second tueur qui, lui, les enterrait. Bien que plausible, cette théorie restait difficile à confirmer, car l'enquête stagnait et aucun nouveau suspect crédible n'avait émergé. La pression sur l'unité spéciale continuait d'augmenter. Et dans les mois suivants, d'autres restes allaient encore être découverts. Une partie des ossements de Kimikay Pitsor, dont le crâne avait été retrouvé en 1983, avait refait surface dans un ravin près de Seattle. Au début, les enquêteurs avaient pensé que des animaux avaient pu déplacer les restes. Mais l'équipe médico-légale avait envisagé une autre possibilité, que le tueur lui-même ait volontairement déplacé les os pour provoquer la police. Cette succession d'événements avait suscité l'indignation des habitants de Seattle, qui commençaient à ridiculiser ouvertement l'unité spéciale selon plusieurs articles de presse. La tension avait encore monté quand d'autres corps avaient été retrouvés le long de l'Interstate 90, juste à l'est de la ville. Parmi les victimes figuraient Maureen Finney, 19 ans, Kimberly Nelson, 26 ans, ainsi qu'une jeune femme non identifiée. Toutes étaient des travailleuses du sexe disparues depuis 1983. Après ces nouvelles découvertes, le nombre de victimes probables approchait désormais la quarantaine, confirmant l'ampleur du phénomène. Même si les corps continuaient à réapparaître, aucune victime ne semblait avoir été tuée récemment. Preuve que l'unité spéciale accusait un retard considérable sur le tueur, plus grand encore que celle qu'elle imaginait. Face à la frustration et au manque de résultats, les effectifs avaient été réduits. Le capitaine James Pompey avait alors pris la tête de l'enquête. Mais avant qu'il ne puisse lancer une réorganisation complète, 2 nouveaux corps avaient été retrouvés en décembre par la police au nord de Vancouver. De manière macabre, le tueur avait dispersé autour de ces 2 cadavres des fragments osseux appartenant à d'autres victimes. Comme s'il transformait la scène en un jeu morbide et démontrait un mépris total pour ses proies. Face à l'absence d'avancées concrètes, les enquêteurs restants avaient décidé de recentrer leurs efforts sur les éléments déjà recueillis, en concentrant leur attention sur un suspect connu, Gary Leon Ridgway, un homme dans la trentaine. En 1987, la presse locale de Seattle avait ravivé l'intérêt pour l'affaire, en révélant qu'en mai 1984, Gary avait été arrêté après avoir tenté de solliciter les services d'une policière infiltrée dans un quartier de prostitution. Bien qu'il ait passé le test au détecteur de mensonges, des archives datant de 1980 montraient qu'il avait été accusé d'avoir tenté d'étrangler une travailleuse du sexe près de l'aéroport de SeaTac. Il avait alors affirmé avoir agi en légitime défense, expliquant que la femme l'avait mordu au bras. Matt Haney, l'un des enquêteurs de l'unité spéciale, avait toujours eu des doutes tenaces à l'égard de Gary. En 1987, on avait appris que la police l'avait déjà arrêté en 1982 alors qu'il se trouvait dans un pick-up, en compagnie d'une prostituée. Cette femme s'appelait Kelly McGuinness, portée disparue depuis 1983. De plus, Gary avait été interrogé au sujet de Mary Malvar en 1983,
juste après que le petit ami de celle-ci avait suivi son véhicule. Ces épisodes avaient renforcé les soupçons et accentué la pression sur l'unité spéciale, afin qu'ils puissent enfin résoudre l'affaire. La police avait interrogé l'ex-femme de Gary, qui avait révélé qu'il avait l'habitude de se rendre dans des décharges. Plusieurs travailleuses du sexe avaient également été entendues, et toutes confirmaient avoir vu Gary fréquenter régulièrement les zones concernées entre 1982 et 1983. En analysant son historique professionnel, les enquêteurs avaient noté qu'il s'était absenté du travail ou avait pris congé exactement les jours où plusieurs disparitions avaient été signalées. Le 8 avril 1987, muni d'un mandat de perquisition, la police avait fouillé la maison de Gary et ils y avaient prélevé plusieurs échantillons biologiques. Mais en l'absence de preuves physiques permettant de le relier directement au meurtre, l'unité spéciale lui avait présenté des excuses officielles, bien que de nombreux enquêteurs soient restés convaincus qu'il était bien le tueur. La situation s'était encore aggravée peu après, lorsque le capitaine James Pompey, alors responsable de l'enquête, était décédé d'une crise cardiaque. Cet événement avait alimenté un climat de paranoïa. Des théories conspirationnistes avaient commencé à circuler, notamment parmi les détectives de salon. Le tueur de la Green River aurait été un policier, et la mort de Pompey aurait servi à faire taire les investigations. Certains journaux avaient même demandé l'ouverture d'une enquête sur cette hypothèse. Cela illustrait à quel point l'hystérie collective s'était emparée de Seattle. Ce climat de suspicion avait commencé à se dissiper quelques mois plus tard, lorsqu'on avait retrouvé le corps de Cindy Smith, une jeune fille de 17 ans portée disparue depuis 3 ans. Elle était partiellement enterrée derrière une école située non loin de la Green River. L'année suivante, d'autres corps d'adolescentes disparues avaient été retrouvés, notamment celui de Debbie Gonzalez, 14 ans, et disparu en 1987. Il y avait aussi celui de Debra Estes, 15 ans, disparu en 1982. À la mi-octobre 1989, les restes très décomposés d'Andrea Childers, 19 ans, et portée disparue depuis 1983, avaient été retrouvés dans un terrain vague à Seattle. La cause du décès n'avait pas pu être déterminée. À proximité d'Andrea, un second corps, celui d'une femme non identifiée, avait été retrouvé, ajoutant une nouvelle couche de mystère à une affaire déjà bien complexe. Peu de gens se souvenaient encore de Dennis Bush tant le nombre de victimes avait grandi au fil des ans. Au départ, seule une partie de ses restes avait été retrouvée 5 ans plus tôt. En février 1990, les autorités avaient découvert son crâne dans une réserve forestière de Tukwila, dans l'État de Washington. Cela renforçait l'idée que le tueur déplaçait volontairement les restes de ses victimes pour perturber les enquêteurs. Dans les mois qui avaient suivi, le département de la justice avait fini par admettre que le tueur de la Green River avait bel et bien échappé à l'unité spéciale mise en place pour l'arrêter. Progressivement, les membres de l'équipe avaient été réaffectés à d'autres affaires. En juillet 1991, alors que le risque d'un classement sans suite devenait réel, l'enquêteur Tom Jensen avait été chargé de reprendre l'ensemble des dossiers, épaulé par son collègue Dave Reichert. Ils étaient alors les deux derniers à poursuivre activement la trace de celui qui était devenu le tueur en série le plus redouté du pays. Dave, les cheveux blanchis par le temps et marqués par les années, gardait malgré tout une détermination intacte. Tom, lui aussi impliqué depuis les débuts, montrait des signes évidents d'épuisement émotionnel. Il fumait plus que n'importe qui dans l'équipe, et dans les périodes de tension extrême, il avait même entrepris de démolir puis de reconstruire entièrement sa propre maison. Une manière de canaliser la pression et de garder le contrôle. À ce stade, l'affaire avait déjà coûté plus de 15 millions de dollars à l'État, et les années à venir allaient confirmer ce que beaucoup redoutaient. Cette affaire deviendrait la plus vaste série de meurtres non résolus de toute l'histoire des États-Unis. En avril 2001, près de 20 ans après le premier crime officiellement recensé, l'enquête sur le tueur de la Green River avait connu un tournant décisif. À ce moment-là, Dave Reichert, devenu shérif du comté de King, n'avait jamais abandonné l'affaire qui le hantait depuis des décennies. Grâce à son influence, une nouvelle unité spéciale avait été formée, entièrement dédiée à la réouverture du dossier. Tom Jensen avait été rappelé pour rejoindre l'équipe. Celle-ci ne comptait au départ que 6 membres, dont des spécialistes en criminalistique. Après l'arrivée de nouveaux moyens, l'équipe avait été élargie à une 30aine de personnes. Des échantillons d'ADN prélevés sur 3 victimes, incluant du matériel génétique laissé par le tueur, avaient été envoyés pour analyse. Dave Reichert croyait que les nouvelles technologies permettraient enfin de comparer ces échantillons à ceux de Gary Leon Ridgway, ancien suspect interrogé en 1987. Au début du mois de septembre 2001, les résultats étaient tombés. L'ADN de Gary correspondait parfaitement à celui retrouvé sur les victimes. La confirmation avait profondément bouleversé Dave Reichert et Tom Jensen, qui s'étaient laissés gagner par l'émotion après tant d'années d'attente.
L'unité spéciale avait alors présenté ses conclusions au département de police, révélant officiellement l'identité de celui qu'il poursuivait depuis si longtemps. C'est ainsi que l'histoire de Gary Leon Ridgway avait commencé à être dévoilée. Né à Salt Lake City dans l'Utah, Gary avait grandi dans un environnement familial difficile. Sa mère, souvent décrite comme autoritaire, et son père, chauffeur de bus, se disputaient fréquemment, notamment au sujet de femmes en situation de précarité qu'il croisait dans la rue. Durant son enfance, Gary avait souffert de divers problèmes de santé et d'instabilité émotionnelle. Certains épisodes l'avaient marqué profondément, au point d'influer sur son comportement à l'âge adulte. Encore adolescent, il avait été impliqué dans un premier acte de violence connu, ciblant un garçon de 6 ans. Plus tard, il avait affirmé qu'il cherchait à comprendre ce qui pouvait pousser quelqu'un à tuer. Cet incident n'avait toutefois entraîné aucune conséquence légale à l'époque. À l'âge adulte, Gary Ridgway avait eu 3 épouses, tout affirmant qu'il avait un appétit sexuel inhabituel, avec une attirance pour les rapports dans des lieux publics ou en pleine nature. Au moment des meurtres, il travaillait comme peintre dans une usine de camions à Renton, dans l'État de Washington. Ses collègues le considéraient comme un homme parfaitement banal. Des voisins avaient raconté que Gary se plaignait souvent de la présence de prostituées dans le quartier, alors même qu'il les fréquentait régulièrement dans les zones dédiées à cette activité. De manière assez paradoxale, à cette même époque, il avait développé une pratique religieuse très intense. On l'avait vu pleurer pendant les cultes auxquels il assistait aux côtés de sa femme. À la maison, il adoptait un comportement dominateur et toxique, utilisant des interprétations détournées de la Bible pour justifier des attitudes machistes. Une fois arrêté, il avait rapidement avoué être l'auteur des crimes attribués au tueur de la Green River. Il avait décrit en détail de nombreux meurtres, livrant des récits glaçants à propos des femmes qu'il avait agressées. Durant une période de séparation avec sa femme, Gary avait entamé une relation avec Carol Christensen, une femme pour laquelle il disait éprouver un attachement particulier. Malgré l'affection apparente qu'elle lui portait, Carol était aussi devenue une de ses victimes. Son corps avait été retrouvé avec un sac en papier brun sur la tête, et des poissons avaient été soigneusement déposés sur son cou et sur son sein gauche. Une mise en scène que Gary avait revendiquée. Il affirmait vouloir semer la confusion parmi les enquêteurs. Carol avait été la seule victime retrouvée encore habillée, car selon Gary, il n'avait pas l'intention de revenir sur les lieux du crime. Ces révélations avaient profondément marqué Tom Jensen et Dave Rickard, qui espéraient désormais une condamnation rapide et irrévocable. Le 5 novembre 2003, Gary Ridgway avait accepté un accord proposé par le parquet et avait reconnu être l'auteur de 48 meurtres. En échange, la justice avait pu clore officiellement ses affaires et Ridgway avait été condamné à 48 peines de prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Dans le cadre de cet accord, Gary s'était également engagé à révéler l'emplacement de plusieurs corps encore introuvables. Dans les jours qui avaient suivi, Gary avait conduit les enquêteurs à travers plusieurs zones de Seattle, à la recherche des lieux de dépôt restés inconnus. La réaction des familles avait été partagée. Nombre d'entre elles espéraient que Gary aurait reçu la peine de mort. Le mois suivant, lors de l'audience de condamnation au tribunal du comté de King, Ridgway s'était retrouvé face aux proches des femmes qu'il avait tuées. Dans un moment particulièrement poignant, le tueur avait fondu en larmes en entendant le père d'une des victimes lui dire qu'il pardonnait la perte de sa fille. Le parquet avait décrit Gary Ridgway comme un homme qui considérait les femmes en situation de prostitution comme des êtres jetables, persuadés de rendre un service à la société. Mais à la fin du procès, les procureurs avaient exprimé une inquiétude persistante. Ils pensaient que Gary n'avait probablement jamais cessé de tuer entre les périodes officiellement reconnues. Selon eux, le nombre réel de ses victimes pourrait dépasser 71 femmes. Tout cela sur près de 20 ans, faisant de lui le tueur en série le plus meurtrier de toute l'histoire des États-Unis.